pour cette présentation. Nouvelle présentation sur une étude des forêts matures par Marion. Marion, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors finalement, je ne vais pas être toute seule à présenter. Je vais partager mon écran et je vais faire la présentation avec ma collègue Raphaël. Et c'est elle qui va commencer d'ailleurs. Juste pour le contexte, du coup, c'est une étude sur 3 réserves naturelles, Aiguille Rouge, Carlaveyron et Contamine-Montjoie, mais pas que, on est aussi allé en dehors des réserves. Raphaël, je te laisse. Oui, moi je vois juste pas encore la diapo. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est tout le monde. Ça a pas marché le partage d'écran. Ah, attends. Je recommence. Ouais, ça y est, ça commence. C'est bon. Ok, parfait. Oui, donc pour le contexte et les objectifs de l'étude, c'est bien de proposer un réseau d'îlots de sénescence sur des peuplements de forêts matures, avec un objectif de préservation des milieux et des espèces, notamment des espèces liées à la présence de bois morts. Un objectif aussi d'améliorer les connaissances sur les peuplements et potentiellement de mettre en place un suivi de ces îlots, voir comment ils vont évoluer et puis les espèces vont aussi être peut-être plus présentes. Un des autres objectifs de l'étude, c'était vraiment d'avoir une démarche intégrée et d'impliquer les acteurs locaux notamment, donc communautés de communes et les élus, et puis également les acteurs plutôt du monde forestier, donc l'ONF et le CRPF. Et le but est bien d'intégrer cette proposition d'îlot de sénescence dans des plans d'aménagement forestier pour avoir une vision plus pérenne de ces forêts. Alors, je peux bien que tu passes à la diapo suivante. Voilà, parfait. Donc, juste pour rappeler un petit peu le contexte, donc, on est dans les vallées de Chamonix et auprès de la réserve des Contamines-Montjoie. On se situe sur des forêts qui sont situées entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et avec des pentes qui vont jusqu'à 50 degrés, donc des pentes assez importantes et des secteurs assez inaccessibles parfois. Les peuplements majoritaires, c'est de l'épicéa, mais également des hêtraies sapinières et puis des mélésins. Et enfin, au niveau des services écosystémiques, la forêt a un rôle de protection sur de nombreuses zones, mais aussi en lien avec l'accueil du public, de nombreux chemins de randonnée. Également un rôle pour la biodiversité et puis pour la production avec l'exploitation forestière. Donc là, un petit peu pour présenter les quelques espèces saproxyliques importantes en lien avec ces forêts, donc notamment le pic tridactyle, Buxbaumia viridis, Limax cineronigère, désolée pour la prononciation, et puis une espèce de champignon. Donc les principaux partenaires, ça a été l'Office national des forêts en tant que gestionnaire forestier, un appui scientifique avec Marc Fur de l'INRAE de Grenoble, et puis la vallée de Chamonix, la communauté de communes et la commune des Contamines-Montjoie en tant que propriétaire foncier. On peut passer à la suivante. Alors voilà, pour présenter un petit peu les 2 zones d'études. Donc la première zone en haut à droite, ça a été la communauté de communes de Chamonix-Mont-Blanc, avec sur ce territoire la présence de 2 réserves naturelles, la réserve des Aiguilles Rouges et la réserve de Carlaveyron. Donc à l'échelle de cette communauté de communes, il y a 9000 hectares de forêt, avec environ 60% en forêt publique. Et ce territoire a fait l'objet d'une étude donc, pendant 3 ans sur ce projet de forêt mature et îlot de sénescence. Et puis cette année, on a également fait l'étude sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, avec 800 hectares de forêt, dont 90% environ en forêt publique. Et la forêt représente 14%, les habitats forestiers représentent 14% de la réserve environ.
Alors, je vais prendre la suite. Donc, on est bien sur une étude qui vise à proposer un réseau d'îlots de sénescence. C'est vraiment le premier objectif de l'étude. La partie connaissance, elle est importante et c'est quelque chose qu'on va intégrer notamment par rapport aux réserves naturelles. Mais ce n'était pas l'objectif premier. Et c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur un PSDRF. On nous l'a beaucoup dit, mais pourquoi pas partir sur un PSDRF? Si on avait fait un PSDRF, on aurait pu faire que Carl-Aveyron, clairement, parce que par rapport aux surfaces concernées, on n'aurait pas été en mesure, au niveau des moyens, de faire plus que ça. Et donc, les études elles se sont déroulées de la manière suivante. On a d'abord échangé avec les acteurs sur la méthode. Donc, au niveau des acteurs impliqués, il y a eu beaucoup l'ONF, puisque la forêt publique représente une part importante des forêts. Le CRPF s'est aussi impliqué. Les collectivités, en tant que financeurs aussi, puisqu'ils ont participé à ces études-là. Et l'INRAE, avec Marc Fur, dont Raphaël a parlé tout à l'heure, qui est membre de notre comité scientifique des réserves. Après ces échanges et en parallèle, on a priorisé des secteurs pour la prospection sur le terrain, puisqu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire les 9000 hectares, par exemple, sur la vallée de Chamonix. On n'allait pas pouvoir les parcourir tous. Ensuite, il y a eu les relevés de terrain, saisie, calcul des indices de maturité et cartographie. Et ensuite, on a présenté aux acteurs les résultats. Et à partir du protocole de terrain, on a proposé des îlots qui ont été aussi discutés avec ces acteurs. La dernière partie qui, elle, par contre, est en cours, c'est le suivi des démarches de plan d'aménagement ou faire de l'acquisition foncière quand c'est de la forêt privée et qu'il y a un intérêt vraiment à acquérir des parcelles. Quelques chiffres pour la vallée de Chamonix. Donc ça s'est étendu sur 3 années, sachant que la première année, c'était plutôt une année test, avec peu de placettes et peu de surface parcourue. Et pour les contamines, ça a été fait cette année. Voilà, donc l'année où on a fait le plus de placettes l'année dernière, donc on a fait jusqu'à 300 placettes, un peu plus même. Et on peut faire jusqu'à 4 à 8 placettes par jour de terrain en moyenne, donc du protocole que je vais vous présenter tout à l'heure. En comparaison, sur le même type de milieu, le PSDRF, on est à entre 1 et 2 placettes, parce qu'ils ont fait un test du coup sur une commune, et ça, c'était ça en moyenne. Voilà, donc on a eu plusieurs stagiaires qui sont intervenus pour faire cette phase de terrain, et pas que le terrain, en fait, toute l'étude a été quand même menée par des stagiaires de master notamment. Voilà. Pour la première partie, donc la recherche de zones prioritaires pour la prospection de terrain, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, la vectorisation des forêts anciennes à partir des cartes d'état-major et des cartes de 1920 jusqu'à 1960, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a eu de la photo-interprétation pour les zones à gros bois. Il y a eu des échanges avec les acteurs sur les secteurs qu'ils connaissaient comme étant des secteurs intéressants. Donc, on appelle ça les zones à dire d'experts. Et puis, une analyse des je vais y arriver, des sommiers pour l'exploitation. Donc, ça, sachant que ça ne concerne que la forêt publique. À partir de ça, on en a sorti des secteurs potentiellement plus intéressants pour la prospection, qui risquaient d'être plus matures que les autres. Donc ça, c'est un exemple pour la commune de Chamonix. On voit que par rapport à la couleur verte, donc qui représente la couverture forestière, on en enlève par cette priorisation énormément de surface. Et puis, donc, les petits points que vous pouvez voir, ce sont les placettes qui ont finalement été choisies. Donc, sur les secteurs qui étaient à la fois souvent de la forêt ancienne, des zones à gros bois et des zones à dire d'experts, par exemple, enfin, en couplant ces différents critères. Ça arrive petit à petit. Les relevés sur le terrain, sur une placette, donc on appliquait protocole qu'on appelle protocole forêt mature, dont Marc Fur a pas mal participé et l'a en partie développé. En gros, c'est une partie du PSDRF. On relève les bois morts au sol, les bois morts debout, les
diamètre, des très gros bois et très très gros bois, et le nombre de stades de décomposition, ce qui nous donne un indice de maturité. Pour cet indice, on fait une moyenne avec les valeurs les plus fortes qui ont été trouvées sur l'ensemble de l'étude. Et on relevait aussi les dendromicrohabitats et un certain nombre de caractéristiques du peuplement pour pouvoir faire ensuite quelques analyses au-delà juste simplement du choix des îlots, mieux connaître aussi la forêt. Et puis donc l'idée, c'était à partir de ces indices de maturité aussi de proposer des îlots. Suite au relevé de terrain, il y a une carte donc, de chaleur qui a été faite pour identifier les zones les plus matures. Donc, ça ne représente pas beaucoup par rapport à la surface forestière. Après, il faut savoir que Chamonix, du coup, il y a beaucoup de couloirs d'avalanche. La forêt est très soumise aux risques naturels de manière générale, ce qui fait que la forêt n'est pas toujours très mature. Et on le voit sur cette carte. Ensuite, pour passer de cette maturité forestière à la proposition d'îlots de sénescence, on a pris en compte plusieurs choses, le schéma de desserte, le planning de coupe, puisque donc il y a quand même assez peu d'endroits qui sont accessibles à l'exploitation, donc la production fait quand même partie des enjeux à maintenir. Donc, on a essayé de prendre ça en compte, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas proposé d'îlots de sénescence dans les secteurs accessibles, hein. Loin de là, mais disons que ça a fait partie de la réflexion. On a pris en compte les chemins, les sentiers balisés, parce que souvent, il y a des craintes, et ça nous est demandé, même au niveau départemental, de ne pas mettre d'îlots de sénescence à moins de 20 mètres d'un sentier. Donc ça a été retiré. Et puis, en cas de risque naturel particulier, cette dimension-là a aussi été prise en compte. Et on a également pris, donc là c'est une autre présentation qui dit un peu la même chose, mais on a pris aussi en compte la fonctionnalité écologique dans le choix des îlots pour qu'on ait une assez bonne répartition sur le territoire. Voilà, alors... il y a eu un travail bibliographique sur les capacités de dispersion et du coup pour savoir un peu à quelle distance on proposait des îlots, sachant que l'ONF avait des arbres habitats qu'on a aussi pris en compte pour créer ce réseau. Voilà, alors on avait beaucoup de projets sur la partie de connectivité qu'on n'a pas eu le temps de faire, notamment l'utilisation de Grafab, qui n'est pas très compliqué, mais finalement, on n'a pas eu le temps de le faire jusqu'ici. Peut-être que ça sera par la suite, parce qu'on a quand même un certain nombre de données recueillies là, pendant ces 3 années. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fera plus tard. Mais bon, du coup, pour la connectivité, on a quand même déjà fait à minima les distances entre les îlots qui étaient proposées. Donc, ça, c'est pour Chamonix. Et donc, avec 1 kilomètre chaque fois, ouais, on connecte relativement bien les îlots avec donc, certains trous quand même, mais en prenant cette interdistance-là d'1,5 km, ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est les résultats globaux pour la vallée de Chamonix. Je n'ai pas les cartes des contamines. En jaune, donc, ce sont tous les îlots. En vert, on voit les arbres bio, entre guillemets, de l'ONF. Donc, sur Chamonix, il y en a pas mal qui permettent de compléter. On voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, ici, c'est la réserve naturelle de Carles-Aveyron, où c'est un des secteurs vraiment les plus intéressants et qui, en plus, n'est pas accessible. Donc, on va dire que c'est plus facile pour le préserver. En tout cas, c'est vraiment une zone réservoir de biodiversité à cet endroit-là. Et puis là, une commune qui a quand même un bon pourcentage d'îlots de sénescence, parce que c'est notamment ici qu'il y a il y a plus de pics tridactyles. Donc, pour cette espèce-là, ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais pour le choix des îlots, ça a vraiment joué, dans le sens où on a conservé les endroits où on savait qu'il était présent et d'autres parcelles pour essayer de favoriser cette espèce. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas ailleurs, mais c'est vrai qu'elle est surtout connue ici, et un petit peu là.
Voilà, alors du coup, ça représente au total, donc, ouais, sur les 3 années d'études, on a fait plus de 500 placettes. Et les îlots, il y en a donc 178. C'est beaucoup, ils sont assez découpés, mais comme je disais, la notion de sentier notamment, ça a fait forcément couper quelques îlots, quoi. Et ça représente un peu moins de 5% de la surface forestière totale de la communauté de communes. Alors, ça, c'est juste un des résultats qu'on a eu avec tous les relevés qu'on a fait. On a fait quelques analyses. Il y a assez peu de choses significatives qui ressortent sur l'exposition de la pente ou des choses comme ça. Mais il y a quand même une chose, c'est que le nombre de dindrons micro-habitats est significativement plus important dans les placettes de forêt d'épicéa que dans celles de forêt de mélèze. Alors, on a fait quand même moins de forêt de mélèze parce qu'il y en avait moins. Mais c'est voilà, un des résultats qui ressort, sachant que le mélèze est très souvent favorisé par l'ONF, puisque potentiellement moins sensible au réchauffement climatique. Mais donc, voilà, on trouvait que c'était aussi important d'apporter ce genre de données, sachant qu'au niveau local, il y a beaucoup de craintes par rapport à l'évolution de l'épicéa, puisque c'est vraiment l'espèce dominante. Et donc, le fait de garder des zones en libre évolution, ça peut faire peur à certaines personnes qui ont peur de l'effondrement de l'espèce et que l'homme ne puisse pas faire quelque chose après, quoi. Donc, nous, ça fait partie des choses qu'on a essayé vraiment de communiquer et on n'a pas terminé là-dessus. Hein. Il faudra qu'on communique encore. Rien n'est gagné pour le moment. Voilà, et au niveau perspective, acquisition foncière pour les parcelles que je vous disais dans la forêt de Carl-Aveyron, là, c'est en cours. Après, c'est des démarches qui sont assez longues. Suivi des plans d'aménagement forestier, on a déjà fait là pour une des communes. Ils ont intégré un certain nombre de secteurs en îlots. C'est beaucoup moins que ce qui était proposé initialement, forcément, malgré nos arguments. Donc là, c'est en réserve, hein, cette partie-là. Après, on va dire que c'est déjà bien que ça puisse être intégré parce que jusque-là, ça n'avait jamais été fait. Et ils s'en gardent aussi des secteurs un peu sous le coude en cas de mesures compensatoires, puisque si la parcelle est déjà classée en ILS dans le plan d'aménagement forestier, après, ils ne peuvent plus avoir de financement pour les mesures compensatoires. Contact des propriétaires fonciers pour certaines parcelles privées qui, même si la personne n'est pas forcément vendeuse, de les informer qu'on a trouvé des choses intéressantes sur leur parcelle, que c'est mature, qu'on a identifié que ça pourrait être intéressant que ce soit un îlot de sénescence. Et puis, lien avec les acteurs, voilà, c'est pour poursuivre la démarche qui a été entreprise. Et là, plutôt du coup sur la partie gestion. Aller au-delà de la partie connaissance et études. Voilà. Bon, je pense que c'était pas trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a essayé de faire au plus court. Je vais arrêter mon écran. Voilà. Merci pour cette présentation. Du coup, pareil, 10 minutes de questions. Il y en a déjà pas mal dans le... Oui, il y en a déjà pas mal sur le chat, donc on va essayer d'être efficace. Première question, est-ce que vous avez utilisé les aménagements forestiers pour identifier les zones à gros bois et très gros bois? Non, pour les zones à gros bois et très gros bois, on a fait uniquement de la photo-interprétation. Et du zone à dire d'expert, c'est-à-dire le technicien forestier, est-ce qu'il connaissait des zones à gros bois? Pourquoi? Parce que c'était donc pas très homogène par rapport aux forêts privées. Et les plans d'aménagement sont vieux, puisque donc, ils sont tous enfin les miens en tout cas pour les contamines, c'est moins le cas, mais ils sont... Enfin, Chamonix, c'est 2021, Valorcine, c'est 2023. Donc, on a des plans d'aménagement qui sont un peu anciens quand même. Voilà. Ok, on continue. Comment vous envisagez ou comment pourrait être envisagé le repérage sur le terrain de ces îlots de sénescence?
Eh ben, bonne question. On laisse ça à l'ONF, j'avoue, pour la forêt publique. Pour la réserve, ça sera là pour le coup vraiment notre rôle. Eh ben, je sais pas. C'est une bonne question, il faudra qu'on se penche dessus, vraiment. Question suivante. Je continue, allez. La surface moyenne de ces îlots de sénescence et les mini-maxi. Ouais, alors il me semble de tête, parce que là, je n'ai pas les trucs sous les yeux, mais on a quand même des îlots qui font moins de 0,5 hectares, hein, mais à 0,3 pour certains. Pas moins que 0,3, je crois. Maximum, il y en a des gros, ouais, je crois que entre 5 et 10 hectares, il me semble. Et moyenne, il me semble que c'est entre 1 et 2 hectares de moyenne, de souvenirs, de tête. Voilà, c'est pas très précis. Je peux regarder si je trouve l'info, je la mettrai dans le chat au cas où. Sinon, voilà, on complétera dans le chat et puis on mettra les vrais chiffres. Alors, une question naïve de Guillaume Leroux. Pourquoi proposer des îlots de sénescence dans des secteurs inaccessibles et indemnes d'exploitation ou de fréquentation humaine? Et du coup, moi, j'aurais une question, je vais en profiter dans la suite de cette question, c'est est-ce que dans les discussions avec les communes, il n'a pas été envisagé à un moment de fermer certains sentiers plutôt que de faire dans le sens inverse, quoi, de fermer les sentiers plutôt que d'enlever des îlots de sénescence? Alors, nous sommes dans la vallée de Chamonix, dans le pays du Mont Blanc. La fréquentation, il y en a partout. En été, globalement, ça reste sur les sentiers. À l'automne, c'est les myrtilles, donc il y a du monde dès qu'il n'y a pas une falaise rocheuse, des myrtilles ou les champignons. Et en hiver, il y a le ski de rando. Donc, autant dire que la fréquentation, elle est très présente partout. Voilà, ça c'est la première chose. Pourquoi proposer des îlots dans des secteurs où effectivement l'exploitation est pas envisageable aujourd'hui? Sur les contamines, il y a un projet, alors qui n'en est vraiment qu'à l'état de projet, hein, mais d'exploitation par dirigeable. Donc c'est quand même quelque chose qui serait envisagé. Et du fait de, comme je disais, les incertitudes de l'évolution de la paissière, il y a vraiment des souhaits d'aménagement de dessertes forestières, de les aménager pour que ce soit exploitable par câble, en tout cas une plus grande partie de la forêt soit exploitable avec du câble mât. Et donc ça... Peut-être que dans les 5 années à venir, effectivement, enfin voilà, c'est toutes les questions de temporalité. Nous, on se disait que c'était important de commencer vraiment le plus tôt possible à essayer de proposer ces îlots. Ça permet aussi de parler de libre évolution, d'enjeux écologiques, et que c'est pas parce que y a énormément de bois morts. Hein. On a quand même des forêts qui ont pas mal de bois morts ici, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas protéger en particulier certaines zones en îlot, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il va falloir demander à Guillaume s'il veut des précisions. Mais ça n'a pas l'air. Bon, alors on continue. Très bien Marion. Merci. Alors, on continue. Pourquoi des îlots déjà désignés ne peuvent-ils pas prétendre à une compensation financière? Alors, ça, c'est pas trop à moi qu'il faut poser la question, mais l'ONF nous a bien et véhicule en tout cas bien cette information auprès des communes. Moi, je ne suis pas allée me renseigner d'un point de vue légal, mais apparemment, quand un îlot est identifié dans un plan d'aménagement, il est identifié, donc voilà. Et donc, si derrière, la commune veut bénéficier de mesures compensatoires pour un projet à elle ou pour un projet qui n'a rien à voir, ils ne peuvent pas avoir de financement et de dire on va choisir cet îlot qui est déjà classé en fait. Ils vont être obligés de proposer un autre secteur. Et
Et donc, alors peut-être que certaines personnes ont des infos contraires, et là, dans ce cas-là, je serais assez intéressée. Mais donc, c'est pour ça qu'en gros, dans leur plan d'aménagement, ils en choisissent, on va dire, 60-70%, et puis ils se gardent 30% de surface en îlot, qui savent que ces surfaces-là, ils savent qu'ils ne prévoient pas de les exploiter pendant les 20 années du plan d'aménagement, mais ils les notent pas dans le document. Est-ce que je peux prendre un peu la parole sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Oui, donc en tant qu'employé à l'ONF, du coup, je voulais apporter l'éclaircissement, ne pas contredire. En effet, tout à fait raison. La politique de mise en réserve dans le cadre des RB ou des îlots de sénescence répond à une demande de l'État sur un certain pourcentage des surfaces que l'on gère. Ces pourcentages-là sont calculés à l'échelle des grandes régions, donc pas au niveau d'un territoire ou d'un aménagement, mais vraiment à l'échelle des grandes régions. À partir du moment où on va au-delà de ce pourcentage-là, c'est là où on va chercher On a un problème de la de son. compensation. Voilà. Le pourcentage qu'on nous met dans nos feuilles de route sont pas... Sébastien, on ne vous entend plus. On n'a plus de retour son. Profite pour vous dire qu'il nous reste 3 minutes. Oui, peut-être qu'on peut à ce moment-là voir une autre question parce qu'il y en a beaucoup a priori, Emmanuel. Alors, une triple question. C'est mieux. Si c'est possible. Ouais. Sauf si on arrive à retrouver Sébastien entre-temps. Mais sinon, triple question. Pour quelle durée les îlots sont désignés? Comment l'engagement est formalisé? Et au final, quelle est la proportion que ça représente par rapport à la surface totale de la réserve? Alors, ça dépend. Quand on fait de l'acquisition foncière, on ne l'a pas encore finalisé, hein, puisque ça, c'est en cours. Mais donc, le SEM sera propriétaire. Donc, on ne va pas signer de convention avec nous-mêmes, je pense. Mais par contre, on va l'inscrire au réseau FREN, déjà. Pour l'ONF, c'est au moins la durée du plan d'aménagement. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'ils vont au-delà au niveau de l'engagement. Peut-être que l'ONF va répondre. Voilà. Après, on n'a pas pour le moment prévu d'engagement avec des propriétaires fonciers privés. Donc, on est soit sur de la forêt publique, soit sur de la forêt c'est privée, mais qui appartient au conservatoire. Voilà. Merci. J'avais une dernière question. Existe-t-il une convention entre Aster et l'ONF pour définir entre les deux structures une stratégie de gestion forestière commune? Alors non, on n'a pas de convention. Par contre, on échange assez souvent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas on n'a pas établi de convention. Et donc, Aster est gestionnaire de 9 réserves naturelles dans Haute-Savoie. Et d'une réserve à l'autre, il y a quand même une politique un peu différente. Moi, par exemple, dans la vallée de Chamonix, les réserves, elles représentent peu de surface forestière. C'est pour ça qu'on a fait l'étude au-delà des réserves, parce qu'on se disait que c'est un peu trop facile de préserver uniquement la forêt en réserve, et il y a vraiment de l'intérêt à la préserver ailleurs. À préserver des îlots, je veux dire, pas préserver de la forêt. Alors qu'au Contamine, par exemple, ça représente une grosse partie de la commune et de la forêt communale. Donc, il y a de l'exploitation beaucoup plus facilement. Donc, on n'a pas les mêmes... en tout cas, si on établit une convention avec l'ONF, il y aura, je pense, vraiment des différences d'un territoire à l'autre. Idem pour Sixte, qui va être plutôt comme les Contamines, avec une réserve qui représente... avec une part forestière très forte. Ce n'est pas envisagé actuellement. Après, peut-être qu'on aboutira à quelque chose. Yoann Rosset, est-ce que je peux intervenir par rapport à… Oui. En fait, c'est moi qui posais la question. Et du coup, je pense que, là, je parle au titre des réserves, je pense que c'est fondamental pour les réserves concernées par une gestion forestière, une gestion par l'ONF, d'avoir ce type de convention.
Nous, on en a mis une en place et en fait, on a réussi à définir une feuille de route commune entre les agents de la réserve et les agents de l'ONF pour toutes les étapes de la gestion, c'est-à-dire depuis l'aménagement quand ceux-ci sont révisés. Donc, la réserve participe à cette révision des aménagements en prenant en compte l'état d'assiette et donc d'anticiper les coupes sur les parcelles pour justement anticiper en amont tout ce qui pourrait être intervention sur des parcelles avec fort enjeu. Ça paraît compliqué au départ, mais en fait, c'est assez simple et les intérêts sont souvent communs. Donc, j'invite toutes les réserves à vraiment réfléchir à ce type de convention, surtout qu'il y a des gens de l'ONF qui participent, et que sans problème, nous, on peut faire passer la convention et cette fameuse feuille de route qu'on a établie tout récemment. Voilà. Merci, Yoann. Elle est très bien, ta convention. J'ai vu le modèle. Ça, c'est vraiment à réfléchir, je pense, à essayer de mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est arrivé à la fin du temps imparti, là. Alors, je ne sais pas si… Et à la fin des questions, donc on a un timing de fou. Parfait. Pardon, c'est Anna Over du CBN. Moi, en fait, j'aurais plein de questions sur le protocole de terrain. Et Marion, je me demandais si tu pouvais me filer ton mail. Bien sûr. Ah oui, j'avais oublié la question du 06 et je voulais encore le préciser, c'est que Marion t'avait demandé ton 06 que tu donnes. Un message privé. D'accord. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Je vous le mets dans le chat. Ouais, nickel. Super. Merci. Merci pour cette présentation. On va attaquer la dernière présentation.